Pour mes 65 ans, ma famille m'a réservé une surprise. Quand je suis arrivé au restaurant, la femme de mon fils a annoncé « C'est votre dernier repas avant votre déménagement en résidence autonomie ». J'ai souri et répondu calmement « Et c'est votre dernier repas dans une maison qui vous appartient ». Je m'appelle Eleanor, et j'ai 65 ans. Je n'aurais jamais cru que mon anniversaire se transformerait en le moment le plus humiliant de ma vie, mais aussi en le jour qui allait tout changer pour toujours. C'était un vendredi soir que je suis arrivé au Bella Vista Grill, cet endroit élégant en centre-ville où nous avions célébré tant d'occasions spéciales. Mon fils Jason, âgé de 40 ans, m'avait appelé ce matin-là avec cette voix douce qu'il prenait quand il voulait quelque chose. « Maman, nous voulons fêter ton anniversaire en grand. Tu mérites quelque chose de spécial. » J'aurais dû me douter de quelque chose. Jason n'avait pas été particulièrement attentionné envers moi ces dernières années. Pas depuis que Kiara était entrée dans sa vie. Mais une partie de moi, celle qui espère toujours le meilleur des gens que l'on aime, voulait croire que les choses changeaient peut-être. J'ai enfilé ma robe bleu marine préférée, celle que mon défunt mari Robert disait toujours me rendre élégante. J'ai appliqué soigneusement mon maquillage, coiffé mes cheveux argentés et mis les boucles d'oreilles en perles que Robert m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je voulais être belle pour ma famille. Quand je suis arrivé au restaurant, j'ai vu Jason et Kiara déjà assis à une table près de la fenêtre. Il avait l'air nerveux, tripotant sa serviette, évitant mon regard. Kiara, en revanche, était radieuse. Elle portait une robe rouge éclatante et ce sourire dont j'avais appris à me méfier au fil des ans. « Joyeux anniversaire, Eleanor », dit Kiara d'une voix trop forte, trop douce. Elle se pencha et me fit une accolade aussi fausse que son sourire. Jason se leva et m'embrassa sur la joue. « Joyeux anniversaire, maman. » Nous nous sommes assis et avons commandé le dîner. Pendant un instant, tout sembla normal. Nous avons parlé du temps qu'il faisait, du travail de Jason, des projets de Kiara pour redécorer la maison, leur maison, la maison où ils vivaient, celle que je payais depuis des années à leur insu. Ce fut après le plat principal que Kiara décida d'attaquer. Eleanor, commença-t-elle, s'essuyant les lèvres avec sa serviette. Jason et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps d'avoir une conversation importante avec vous. Quelque chose dans son ton m'a mise en alerte. La façon dont elle disait, Jason et moi, comme s'ils formaient un front uni contre moi. La façon dont ses yeux brillaient d'une malice à peine contenue. De quoi voulez-vous parler, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sût déjà. Kiara échangea un regard avec Jason, qui hocha la tête nerveusement. Il était évident qu'ils avaient répété ça. Eh bien, poursuivit Kiara, nous ne pensons tout simplement plus qu'il soit sûr pour vous de vivre seul. Vous avez eu quelques oublis ces derniers temps. Des oublis? Mon esprit était aussi clair que jamais. Je gérais mes finances, cuisinais, faisais le ménage et lisais 3 livres par semaine, mais je me suis tu, voulant voir jusqu'où irait cette mascarade. Nous avons trouvé l'endroit parfait pour vous, poursuivit Kiara, sa voix prenant maintenant un ton condescendant qui me fit serrer les poings sous la table. Les Jardins du Crépuscule est une magnifique communauté de vie pour personnes âgées. Vous aurez une compagnie 24h24, des soins médicaux, des activités. Une résidence autonomie, dis-je d'une voix basse. Une résidence service senior, corrigea Jason rapidement, retrouvant enfin sa voix. Maman, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé avec tant d'amour après la mort de son père il y a 10 ans. Cet enfant qui courait dans mes bras quand il faisait des cauchemars, qui me suppliait de lui lire des histoires avant de dormir, qui me disait que quand il serait grand, il m'épouserait parce que j'étais la plus belle femme du monde. Nous avons déjà pris les dispositions nécessaires, annonça Kiara triomphalement. Vous pouvez emménager lundi. Nous nous occuperons de faire vos cartons. C'est alors que quelque chose s'est brisé en moi. Non pas de tristesse, mais de clarté. J'ai tout vu avec une précision cristalline. Les années de manipulation subtile. La façon dont Kiara avait progressivement aliéné Jason de moi. Les fois où ils avaient oublié de m'inviter au dîner de famille. Les conversations qui s'interrompaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Alors, c'est mon dernier dîner en femme libre, dis-je, gardant ma voix calme. Kiara sourit, pensant avoir gagné. Ne le voyez pas comme ça, Eleanor. Pensez-y comme le début d'un nouveau chapitre. J'ai pris une gore. J'ai de mon vin, le savourant. Puis j'ai posé le verre sur la table et j'ai regardé Kiara droit dans les yeux. Vous avez raison, ma chère.
C'est mon dernier dîner avec vous. J'ai marqué une pause, observant son sourire commencer à vaciller. Et c'est votre dernier dîner dans une maison qui vous appartient. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Jason cligna des yeux, confus. Chiara pâlit. Qu'est-ce que vous voulez dire, demanda Chiara, sa voix désormais moins assurée. J'ai souri. Le premier sourire authentique de toute la soirée. Vous le saurez demain. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et j'ai laissé assez d'argent sur la table pour couvrir l'addition. En partant, j'ai entendu Chiara parler sèchement à Jason, mais leurs voix se sont estompées à mesure que je quittais le restaurant. Cette nuit-là, assise dans mon salon, entourée de photos et de souvenirs d'une vie bien vécue, j'ai pris mon téléphone et composé un numéro que j'avais mémorisé. Maître Martinez, ai-je dit quand mon avocat a répondu, c'est Eleanor Sterling. J'ai besoin que vous passiez tôt demain matin. Il est temps que ma famille apprenne la vérité sur mes biens. J'ai raccroché et me suis versé un verre de vin. Demain, Chiara et Jason découvriraient que la vieille femme confuse qu'ils voulaient placer en résidence autonomie était en fait la propriétaire de la maison où ils vivaient, et bien plus encore qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le samedi matin se leva clair et froid. Je me suis réveillé tôt, comme toujours, et j'ai fait du café. Pendant que j'attendais l'arrivée de Maître Martinez, j'ai examiné tous les documents dont j'aurais besoin pour la suite des événements. Pendant des années, j'avais gardé secrète l'étendue réelle de mes biens. Robert et moi avions été plus astucieux que notre famille ne l'imaginait. Alors qu'il voyait une veuve retraitée vivant de sa pension, j'avais sagement investi dans l'immobilier partout en ville. La maison où vivaient Jason et Chiara n'était que le début. Monsieur Martinez arriva à 9 heures précises, comme toujours, ponctuel. Édouard Martinez était notre avocat de famille depuis 20 ans, un homme discret qui comprenait la valeur du silence. « Bonjour, Eleanor », me salua-t-il, en posant sa mallette sur la table de ma salle à manger. Je suppose que le moment est enfin venu d'agir. Oui, répondis-je, en lui servant une tasse de café. Je ne peux plus faire semblant. Nous avions parlé de cette possibilité de nombreuses fois ces dernières années. Édouard avait été témoin de la façon dont Chiara m'avait progressivement éloigné Jason et avait préparé plusieurs scénarios juridiques pour protéger mes intérêts. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela » demanda-t-il, bien que nous sachions tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Après ce qui s'est passé hier soir, je n'ai pas d'autre choix. Je lui parlais du dîner, de l'établissement, de la froideur avec laquelle ils avaient prévu de se débarrasser de moi. Édouard écoutait en silence, hochant la tête de temps en temps. « Très bien, dit-il finalement. Nous allons commencer par l'avis d'expulsion. Puisque vous êtes la propriétaire réelle de la maison de Maple Street, vous avez tous les droits légaux. La maison de Maple Street. Jason et Chiara y vivaient depuis 5 ans, croyant qu'elle était à eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lorsqu'ils avaient eu des problèmes financiers il y a 3 ans, j'avais discrètement remboursé leur prêt hypothécaire pour les empêcher de perdre la maison. La banque avait transféré le titre de propriété à mon nom, mais je ne leur avais jamais rien dit. Combien de temps ont-ils pour quitter les lieux, demandai-je. 30 jours est légal, mais nous pouvons le réduire à 1 semaine si nous invoquons une rupture du contrat de location. Quel contrat de location? Édouard sourit. Celui que nous allons signer tout de suite, antidaté de 3 ans. Un contrat qui stipule que le bail peut être résilié immédiatement en cas de manque de respect ou de menace envers le propriétaire. Pendant que je signais les documents, je ne pouvais m'empêcher de penser à comment les choses en étaient arrivées là. Je me suis souvenu quand Jason avait amené Chiara à la maison pour la première fois, il y a 8 ans. Elle était charmante alors, ou du moins elle faisait de grands efforts pour le paraître. « Ta maman est incroyable », m'avait-elle dit lors de ce premier dîner. J'espère que nous pourrons être très proches. Et au début, elle semblait sincère. Elle m'a aidé dans la cuisine, m'a interrogé sur Robert et semblait sincèrement intéressée à connaître l'histoire de notre famille. Mais progressivement, les choses ont commencé à changer. Premièrement, il y a eu les suggestions subtiles que Jason me rendait peut-être trop visite. Il doit couper un peu le cordon ombilical, tu ne penses pas, avait-elle dit une fois, riant comme si c'était une blague, mais ce n'en était pas une. Puis vinrent les critiques enves. Lopé d'inquiétude. Eleanor, es-tu sûre de devoir conduire à ton âge? Ou, je m'inquiète pour toi qui vis seul. Et si tu tombes et que personne ne te trouve? Jason, mon doux Jason, avait commencé à répéter ses inquiétudes comme si elles étaient les siennes. Prêt, annonça Édouard, en remettant les documents dans sa mallette.
Les papiers d'expulsion seront signifiés lundi matin. J'ai aussi préparé des lettres pour la banque, annulant tous les virements automatiques que vous faisiez pour leurs dépenses. C'était une autre chose que Chiara et Jason ne savaient pas. Ces dernières années, j'avais discrètement payé beaucoup de leurs dépenses. La voiture de Chiara, les vacances qu'ils avaient prises l'année dernière, même certains des meubles coûteux que Chiara avait achetés pour leur maison. Et les coupures de services publics aussi, lundi. L'électricité, l'eau, le gaz, Internet, tout est à leur nom. Donc légalement, vous avez le droit d'annuler les services. J'ai ressenti un pincement de tristesse pour Jason. Malgré tout, il était toujours mon fils. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose de plus fort. De la détermination. Ils avaient franchi une limite hier soir et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après le départ d'Edouard, je me suis assise dans ma cuisine avec une deuxième tasse de café et mon téléphone. Je savais que je devais agir vite avant que Chiara n'ait le temps de manipuler la situation à son avantage. J'ai composé le numéro de Jason. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Maman, ça va ? Tu es partie si vite hier soir. » Sa voix semblait sincèrement inquiète. Et pendant un instant, ma résolution a vacillé. C'était mon garçon, le bébé que j'avais tenu dans mes bras, l'enfant que j'avais consolé pendant les cauchemars. « Jason, j'ai besoin que tu viennes. Toi seul. Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. Ça ne peut pas attendre. Chiara et moi étions sur le point d'aller chercher des maisons pour toi près de l'établissement. Je veux dire, près de Sunset Gardens. Et c'était ça. Même maintenant, après m'avoir publiquement humilié, ils poursuivaient leur plan comme si mon opinion n'avait pas d'importance. Non, Jason, ça ne peut pas attendre. Viens maintenant, ou lundi, tu découvriras certaines choses d'une manière beaucoup moins agréable. Il y eut un long silence. Maman, tu me fais peur. Tu devrais avoir peur. Viens seul, Jason. Si tu amènes Chiara, je n'ouvrirai pas la porte. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Pendant que j'attendais, je marchais dans ma maison. Cette maison que Robert et moi avions achetée quand Jason avait 5 ans. Chaque recoin abritait des souvenirs. La marque sur le mur où Jason avait mesuré sa taille à chaque anniversaire. La tache sur le tapis où il avait renversé du jus de raisin quand il avait 7 ans. La photo de sa remise de diplôme à l'université où il souriait fièrement avec son diplôme. Où tout cela avait-il déraillé? À quel moment mon fils avait-il décidé que j'étais un fardeau au lieu d'être sa mère? La sonnette a retenti exactement 45 minutes plus tard. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Jason debout là, nerveux et confus. « Salut, maman. »« Entre, dis-je, en m'écartant. Il s'est assis sur le canapé où il avait regardé 1000 films Disney avec moi enfant. Je me suis assise en face de lui dans le fauteuil de Robert. « Jason, commençai-je. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, sur ton père, sur notre situation financière. Maman, si c'est à propos de l'argent pour l'établissement, je t'ai déjà dit que Chiara et moi nous en occuperions. Ta maison, l'interrompis-je. La maison dans laquelle tu vis avec Chiara, sais-tu qui est le véritable propriétaire? Jason fronça les sourcils. C'est la nôtre. Nous avons l'hypothèque. Non, Jason, tu ne l'as pas, je sortis les documents qu'Edouard avait laissés et les lui tendis. Je l'observai tandis que ses yeux parcouraient les pages. Tandis que son expression passait de la confusion au choc. Ce n'est pas possible. Il y a 3 ans, quand vous étiez sur le point de perdre la maison, j'ai remboursé toute la dette. La banque m'a transféré l'acte de propriété. Vous vivez sur ma propriété depuis 3 ans. Jason pâlit. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Parce que je pensais que c'était mon fils qui y vivait. Je pensais que tu comprendrais un jour ce que j'avais fait pour toi. Ma voix se brisa légèrement, mais la nuit dernière, j'ai réalisé que je n'avais pas de fils. J'ai un étranger qui veut m'enfermer pour se débarrasser de moi. Maman, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je me levai, marchant vers la fenêtre. Jason, à quand remonte la dernière fois que tu es venu me voir sans avoir besoin d'argent ou d'autre chose? À quand remonte la dernière fois que tu as appelé juste pour savoir comment j'allais? Le silence fut ma réponse. Lundi, dis-je sans me retourner pour le regarder, vous recevrez un avis d'expulsion. Officiel. Vous avez une semaine pour trouver un autre endroit où vivre. Maman,
tu ne peux pas faire ça. Nous sommes de la famille. Je finis par me tourner pour lui faire face. Hier soir, dans ce restaurant, tu m'as clairement fait comprendre que je ne faisais plus partie de ta famille. Maintenant, tu vas découvrir les conséquences de cette décision. Dimanche matin, alors que je buvais mon café et lisais le journal, comme toujours, mon téléphone se mit à sonner sans arrêt. Je ne reconnaissais pas le premier numéro, mais j'ai répondu quand même. Eleanor, c'est Carmen, la sœur de Chiara. La voix était dure et accusatrice. Je n'arrive pas à croire ce que tu fais à ma sœur et à ton propre fils. Donc, la campagne de Chiara avait déjà commencé. Je m'y attendais. Bonjour, Carmen. Je ne savais pas que tu avais mon numéro. Chiara me l'a donné. Elle est dévastée. Eleanor, comment peux-tu être si cruel envers ta propre famille? Je me suis calé dans ma chaise, me préparant à ce que je savais être une longue conversation. Chiara t'a-t-elle parlé du dîner de vendredi? Elle m'a dit que tu essayais de l'aider à trouver un endroit sûr où vivre et que tu avais réagi comme une folle. Une folle? Bien sûr, ce serait la version de Chiara. T'a-t-elle dit qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient me placer dans un établissement sans même me demander mon avis? Eleanor, à ton âge, c'est normal d'avoir besoin d'aide. Carmen, l'interrompis-je. J'ai 65 ans, pas 95. Je gère mes propres finances. Je cuisine. Je nettoie. Je lis. Je conduis. Il n'y a absolument rien qui ne va pas dans ma tête. Mais Chiara m'a dit que tu oubliais des choses, que tu ne reconnaissais parfois pas les gens. Des mensonges. Ce n'était que des mensonges. Mais j'ai réalisé que Chiara construisait ce récit depuis des mois, préparant peut-être le terrain pour ce moment. Carmen, m'as-tu déjà parlé directement de ces prétendus problèmes de mémoire? Il y eut un silence. Eh bien, non, mais si je les avais, ne penses-tu pas que quelqu'un aurait dû me parler avant de décider de mon avenir? Après Carmen, la mère de Chiara appela, puis une cousine de Jason que j'avais à peine vue depuis des années, puis la meilleure amie de Chiara. Tout avec la même histoire. Eleanor était devenue sénile et cruelle et punissait sa pauvre famille qui essayait de prendre soin d'elle. À midi, j'avais reçu 12 appels similaires. Chiara avait été très occupée. C'est alors que la sonnette retentit. Par la fenêtre, je vis une voiture que je ne reconnaissais pas. Quand j'ouvris la porte, je trouvai une femme âgée élégamment vêtue avec une expression sévère. « Êtes-vous Eleanor Sterling ?» « Oui, c'est moi. Je suis le docteur Patricia Vega, gériatre. Votre belle-fille m'a contacté, très préoccupée par votre bien-être mental. Elle m'a demandé de venir vous évaluer. » Je me suis senti comme giflé. Chiara était allée jusqu'à faire venir un médecin chez moi sans mon consentement. Je n'ai demandé aucune évaluation, dis-je fermement. Madame Sterling, je comprends que cela puisse être déroutant, mais parfois les personnes atteintes de déclin cognitif ne réalisent pas qu'elles ont besoin d'aide. Docteur Vega, n'est-ce pas? Je gardai ma voix calme mais ferme. J'apprécie votre venue, mais je ne vous permettrai pas d'entrer chez moi sans une ordonnance légale. Si ma belle-fille est si préoccupée par mon bien-être mental, elle peut suivre les voies légales appropriées. Le médecin parut surpris par ma réponse claire et directe. Madame, votre famille est sincèrement préoccupée. Ma famille, dis-je, m'a annoncé vendredi soir qu'ils allaient me placer dans une résidence pour personnes âgées sans me consulter. Cela ne ressemble pas à une préoccupation sincère. Cela ressemble à de la manipulation. Une fois le médecin parti, je m'assis dans ma cuisine, tremblant, non de peur, mais de rage. Chiara n'allait pas s'arrêter. Elle était prête à me faire déclarer mentalement incompétente pour obtenir ce qu'elle voulait. J'ai immédiatement appelé Édouard. Eleanor, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai parlé des appels, du médecin, de toute la campagne de dénigrement que Chiara avait orchestrée. C'est plus grave que je ne le pensais, dit Édouard. Si elle parvient à obtenir suffisamment de témoignages attestant de votre incompétence mentale, elle pourrait contester légalement vos décisions concernant les propriétés. Peut-elle faire ça? C'est difficile, mais pas impossible, surtout si elle convainc Jason de coopérer. Mon cœur se serra. Jason, mon propre fils, pourrait témoigner contre moi si Chiara le convainquait. Que puis-je faire? Nous devons agir plus vite que prévu, et nous avons besoin de documents médicaux prouvant votre compétence mentale. Cet après-midi-là,
Édouard a organisé un rendez-vous d'urgence avec le docteur Ramirez, mon médecin de famille depuis 15 ans, ainsi qu'avec un neuropsychologue pour une évaluation cognitive complète. Pendant ce temps, les appels continuaient d'arriver, des parents éloignés, des voisins que Chiara avait contactés, même d'anciens collègues de l'école où j'avais enseigné avant de prendre ma retraite. Le plus douloureux fut celui de ma sœur Teresa, qui vit dans un autre état. Eleanor. Sa voix semblait inquiète. Jason m'a appelé. Il m'a dit que tu agissais bizarrement, que tu les avais mis à la porte de leur maison sans raison. Leur maison, répétai-je avec amertume. Oui, leur maison. Eleanor, est-ce vraiment nécessaire d'être si drastique? Ce sont ta famille. Teresa, penses-tu que je perdrais soudainement la tête? Eh bien, non, mais le vieillissement peut-être. J'ai 65 ans, Teresa, le même âge que toi. Cela la fit taire un instant. Écoute, continuai-je, je vais t'envoyer des documents. Par email. Je veux que vous voyiez la vraie situation avant de me juger. Cette nuit-là, j'ai préparé un dossier complet d'informations, des copies des titres de propriété, des relevés bancaires, l'historique des paiements que j'avais effectués pour Jason et Chiara, et même des enregistrements audio que j'avais secrètement réalisés lors de certaines de nos récentes conversations où Chiara s'était montrée particulièrement cruelle. Je l'ai envoyé non seulement à Teresa, mais aussi à plusieurs membres clés de la famille. Je voulais qu'ils voient les preuves avant que Chiara ne puisse complètement leur empoisonner l'esprit. Le lundi matin est arrivé plus tôt que prévu. À 7 heures, mon téléphone a sonné. C'était Jason, et il avait l'air paniqué. « Maman, il y a un homme à notre porte avec des papiers légaux. Il dit que nous devons quitter la maison. » Oui, ai-je dit simplement. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu appeler la police comme si nous étions des criminels? Jason, je n'ai pas appelé la police. J'ai appelé un huissier de justice pour signifier un avis d'expulsion légale. Il y a une grande différence. Mais nous sommes ta famille. Hier soir, ta femme a fait venir un médecin chez moi sans ma permission pour me faire déclarer mentalement incompétente. Était-ce aussi parce que nous sommes de la famille? Silence. Jason, ai-je poursuivi. Chiara a appelé toutes nos connaissances pour leur dire que j'étais folle. Elle montait un dossier pour prendre le contrôle de mes propres décisions. Le savais-tu? Nouveau silence. Maman, a-t-il finalement dit, la voix plus faible. Chiara dit qu'elle veut juste te protéger. De qui me protège-t-elle, Jason? De moi-même? Elle dit que tu pourrais te faire du mal en vivant seul. Que tu pourrais être victime d'arnaqueurs. Jason, écoute-toi. Tu répètes les mots de ta femme comme un perroquet. À quand remonte la dernière fois que tu as eu une pensée à toi à propos de ta mère? La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Je ne sais pas, a-t-il finalement murmuré. C'est la réponse la plus honnête que tu aies donnée depuis des années. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine, regardant par la fenêtre le jardin que Robert et moi avions planté ensemble. Je me sentais plus seul que je ne l'avais été depuis sa mort. Mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Libre. Libre de faire semblant que tout allait bien. Libre de faire semblant de me soucier de Chiara. Libre de marcher sur la pointe des pieds autour des sentiments de Jason. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Édouard. Eleanor, j'ai des nouvelles. Jason vient d'appeler mon bureau. Il veut me rencontrer cet après-midi. Pourquoi faire? Il n'a pas dit, mais j'imagine que Chiara le pousse probablement à contester légalement l'expulsion. Je me suis redressé sur ma chaise. Peut-il faire ça? Il peut essayer, mais j'ai des surprises pour lui s'il décide de prendre cette voie. Quel genre de surprise? Je préférerais ne pas le dire au téléphone, mais disons simplement que mon enquête sur les finances de la famille a révélé des choses très intéressantes concernant les dépenses de Chiara ces dernières années. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que la guerre venait de commencer. Chiara n'allait pas abandonner facilement, et elle était apparemment prête à utiliser Jason comme son arme. Mais j'avais aussi des armes, et contrairement à Chiara, les miennes étaient chargées de la vérité. Cet après-midi-là, alors que j'attendais des nouvelles de la rencontre d'Édouard avec Jason, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Sterling, je suis le détective moral de la police locale. Nous avons reçu un rapport indiquant que vous pourriez être en danger. Mon sang s'est glacé. Quel genre de danger?
Votre belle-fille a appelé ce matin, très préoccupée. Elle dit que vous avez eu un comportement erratique et qu'elle craint que vous ne vous fassiez du mal ou n'en fassiez à d'autres. Chiara avait joué sa carte la plus sale. Elle essayait de me faire arrêter. Le détective moral est arrivé chez moi 1 heure après son appel. C'était un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants. Mais vif. Je l'ai invité à entrer et lui ai servi du café pendant qu'il évaluait discrètement mon état mental et mon environnement. Madame Sterling, a-t-il commencé, je dois admettre qu'après vous avoir parlé au téléphone et vous avoir vu maintenant en personne, je ne vois aucune preuve de comportement erratique ou dangereux. Parce qu'il n'y en a pas, ai-je répondu calmement. Détective, je suis au milieu d'un très vilain conflit familial, et ma belle-fille utilise toutes les ressources possibles pour me faire passer pour une vieille femme sénile. Je lui ai montré toute la documentation, les titres de propriété, les dossiers médicaux récents, et même les enregistrements audio où l'on pouvait clairement entendre comment Chiara parlait de moi avec mépris. Cela brosse un tableau très différent, a admis le détective après avoir tout examiné. Avez-vous envisagé d'obtenir une ordonnance restrictive contre votre belle-fille? Puis-je faire ça? Si vous pouvez prouver le harcèlement ou les menaces, oui. Et d'après ce que je vois ici, vous avez un dossier solide. Après le départ du détective, je me sentais épuisé, mais aussi soulagé. Au moins, les autorités pouvaient voir que je n'étais pas folle, mais je savais que Chiara ne s'arrêterait pas là. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour découvrir quel serait son prochain coup. Cette nuit-là, en organisant des documents dans mon bureau, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans une vieille boîte de papiers importants, j'ai découvert qu'il manquait des choses. Les bijoux de ma mère, que je gardais dans une petite pochette à l'intérieur de la boîte, avaient disparu. Un collier de perles que Robert m'avait offert pour notre 10e anniversaire, manquait également. Le cœur battant, j'ai vérifié toute la boîte, la broche en diamant de ma grand-mère, les boucles d'oreilles en émeraude que j'avais héritées de ma tante, même ma montre de remise de diplôme en or. Tout avait disparu. J'ai immédiatement appelé Édouard, même s'il était déjà 22 heures. Éléanore, qu'est-ce qui ne va pas? Édouard, quelqu'un a volé mes bijoux. Les pièces les plus précieuses ont disparu de mon coffre-fort. Qui d'autre a accès à ta maison? Seulement Jason. Il a les clés de secours depuis la mort de Robert. Il y a eu un lourd silence sur la ligne. Éléanore, je vais te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Quand était la dernière fois que tu as vérifié ces bijoux? J'ai réfléchi un instant. Il y a environ 6 mois, quand je les ai sortis pour l'anniversaire de la mort de Robert. Et depuis, combien de fois Jason est-il venu chez toi en ton absence? Mon estomac s'est noué. Jason venait souvent quand j'allais faire des courses ou à mes rendez-vous médicaux. Il disait qu'il voulait vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas des problèmes de tuyauterie ou d'électricité. J'ai trouvé touchant qu'il s'inquiète. Édouard, es-tu en train de suggérer que Jason a volé mes bijoux? Je suggère que demain matin, nous allions dans tous les prêteurs sur gage de la ville avec des photographies de ces pièces. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté éveillé dans mon lit, fixant le plafond, essayant d'assimiler la possibilité que mon propre fils ait volé les bijoux de ma mère, les cadeaux de Robert, les trésors de famille que j'avais prévu de lui laisser un jour. À 7 heures du matin, Édouard est arrivé avec un détective privé nommé Monsieur Mendoza. Nous avions préparé des photographies de toutes les pièces manquantes et une liste des prêteurs sur gage les plus connus de la ville. Nous n'avons pas eu à chercher longtemps. Au 3e prêteur sur gage que nous avons visité, le propriétaire a immédiatement reconnu les photos. Oui, ces pièces. Un jeune homme les a apportées il y a environ 2 mois. Il a dit qu'elles appartenaient à sa grand-mère décédée et que la famille avait besoin d'argent rapidement. Pouvez-vous décrire l'homme? A demandé Monsieur Mendoza. Cheveux bruns, environ 40 ans, bien habillé, très nerveux. Il était accompagné d'une femme, blonde, très soignée. Mon cœur s'est brisé. Jason et Chiara avaient vendu les bijoux de ma famille. Combien leur avez-vous payé pour le tout? Ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure. L'homme a consulté ses registres. 2000 $. Les bijoux valaient facilement 40 000, mais ils avaient accepté une fraction de leur valeur réelle parce qu'ils avaient besoin d'argent rapidement. À quoi ont-ils dit que l'argent devait servir? A demandé Édouard. L'homme a parlé d'un voyage qu'il devait payer. La femme a mentionné un séjour au spa. Un séjour au spa. Je me suis souvenu qu'il y a 2 mois, Chiara avait posté sur les réseaux sociaux des photos de luxueuses vacances qu'ils avaient prises.
Elle s'était vantée de l'hôtel 5 étoiles, des soins au spa, des dîners élégants, des vacances payées avec les bijoux de ma famille. Nous avons eu des copies de toute la documentation et des registres de transactions. Monsieur Mendoza a également récupéré les images des caméras de sécurité qui montraient clairement Jason et Chiara vendant mes biens. De retour chez moi, je me suis assise dans la cuisine et j'ai pleuré pour la première fois depuis le début de toute cette affaire. Je n'ai pas pleuré pour les bijoux, bien qu'ils fussent irremplaçables. J'ai pleuré pour mon fils, pour l'homme qu'il était devenu, pour la prise de conscience qu'il ne restait rien du gentil garçon que j'avais élevé. Édouard m'a laissé pleurer quelques minutes avant de parler doucement. Éléanore, il y a plus. J'ai levé les yeux, essuyant mes larmes. Plus quoi? Monsieur Mendoza a mené des enquêtes supplémentaires sur les finances de Jason et Chiara. Il a découvert des choses inquiétantes. Il m'a tendu un dossier rempli de documents. Relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, rapport de solvabilité. Ils ont des dettes de plus de 80 000 $, a poursuivi Édouard, principalement des cartes de crédit et un prêt personnel que Jason a contracté il y a 6 mois. 80 000 $. Sur quoi ont-ils dépensé tant d'argent? Vêtements de marque, bijoux pour Chiara, la voiture qu'elle conduit, des rénovations coûteuses à la maison, des vacances. Ils ont vécu bien au-dessus de leurs moyens. J'ai parcouru les documents, voyant dépenses après dépenses pour des luxes inutiles. Des milliers de dollars en vêtements, des milliers d'autres dans des restaurants chers, des factures de cartes de crédit qui me donnaient mal à la tête. Et il y a autre chose, a dit Édouard d'une voix basse. Jason a prélevé de l'argent sur votre compte courant à votre insu. Quoi? Puisqu'il est le bénéficiaire désigné en cas de votre décès, la banque lui a donné un accès d'urgence au compte il y a 1 an lorsque vous avez été hospitalisé pour cette pneumonie. Ils ne l'ont jamais révoqué. J'ai haleté. Combien a-t-il pris? Environ 35 000 $ au cours des 10 derniers mois. De petites sommes à chaque fois. Probablement en espérant que vous ne le remarqueriez pas. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, essayant d'assimiler cette trahison. Mon fils n'avait pas seulement volé les bijoux de ma famille, mais il avait aussi volé de l'argent directement sur mon compte bancaire. Édouard, ai-je finalement dit, je veux porter plainte pour vol. Éléanore, êtes-vous sûr? Une fois que vous ferez cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Jason pourrait aller en prison. Je me suis tourné vers lui. Mon fils n'existe plus. L'homme qui a vendu les bijoux de sa grand-mère pour des vacances de luxe n'est pas le garçon que j'ai élevé. Cet après-midi-là, pendant qu'Édouard préparait les documents légaux, j'ai reçu un appel de Teresa, ma sœur. Éléanore, j'ai reçu les documents que tu m'as envoyés. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai lu. Tu me crois maintenant? Oh, ma sœur. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que les choses étaient si graves. Je lui ai parlé des bijoux volés et de l'argent qu'ils avaient prélevé sur mon compte. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Éléanore, tu dois faire quelque chose. Ça ne peut plus durer. Je suis déjà en train de faire quelque chose. Demain, je vais déposer une plainte pénale contre Jason. Contre ton propre fils? Teresa, mon fils est mort il y a longtemps. Ce qui reste est un étranger qui me considère comme une source d'argent. Cette nuit-là, Jason a appelé. Sa voix était différente, plus désespérée. Maman, il faut qu'on parle. Je pense que nous avons suffisamment parlé. S'il te plaît, maman. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Chiara dit qu'elle peut tout expliquer. Jason, j'ai retrouvé les bijoux. Silence total au bout du fil. Enfin, je ne les ai pas exactement retrouvés. J'ai trouvé où tu les as vendus. J'ai les images de sécurité, les reçus, tout. Maman, je peux expliquer. Quoi? Tu peux expliquer comment tu as volé les bijoux de ta grand-mère pour payer des vacances? Comment tu as prélevé de l'argent sur mon compte bancaire pendant presque 1 an? Comment as-tu su pour l'argent? Sa voix n'était qu'un murmure. Parce que contrairement à ce que toi et ta femme pensaient, je ne suis pas une vieille femme sénile. Je suis une femme de 65 ans avec toutes mes facultés mentales intactes. Et je sais quand on me vole. Maman, s'il te plaît. On peut tout rendre. On a juste besoin de temps. Jason, demain je dépose une plainte pénale contre toi pour vol. Je te suggère de prendre un avocat. J'ai raccroché et je me suis assise dans le silence de ma cuisine. En moins d'1 semaine,
j'avais complètement perdu mon fils. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de retrouver ma dignité. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose avec certitude. Je ne permettrai plus jamais à personne de me traiter comme si j'étais invisible ou jetable, surtout pas ma propre famille. Mercredi matin, je me suis réveillé au son de quelqu'un frappant violemment à ma porte. J'ai regardé l'horloge. 6h30 du matin. J'ai mis une robe de chambre et je suis allé voir qui c'était. Par le Judas, j'ai vu Chiara, mais pas la Chiara impeccable que je connaissais. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage était défait, et elle portait les mêmes vêtements que la veille. Elle avait l'air désespérée. Eleanor, ouvre la porte. Nous devons parler. Je n'ai pas ouvert. Au lieu de cela, j'ai parlé à travers la porte. Chiara, il est 6h30 du matin. Quitte ma propriété. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. C'est fou. Tu ne peux pas détruire ta propre famille comme ça. Ma famille s'est détruite d'elle-même. Les coups devinrent plus forts, plus désespérés. J'ai appelé la police. 15 minutes plus tard, une voiture de patrouille est arrivée. J'ai regardé par la fenêtre l'agent parler à Chiara, qui faisait des gestes dramatiques, pointant vers ma maison. Puis l'agent a frappé à ma porte. Bonjour, Madame Sterling. Je suis l'agent Rodriguez. La dame ici dit qu'elle est votre belle-fille et qu'elle a besoin de vous parler d'urgence au sujet d'une urgence familiale. Agent, il n'y a pas d'urgence. Cette femme et son mari, mon fils, m'ont volé des bijoux de famille d'une valeur de plus de 50 000 $. Ils ont également prélevé de l'argent de mon compte bancaire sans ma permission. Aujourd'hui, je porte plainte officiellement contre eux. L'agent a regardé Chiara, dont le visage était devenu pâle. Est-ce vrai, madame? Elle ment. Elle est sénile. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. J'ai sorti les dossiers qu'Edouard avait préparés pour moi et les ai montrés à l'agent par la porte entr'ouverte. Agent, voici toute la documentation. Les images de surveillance du prêteur sur gage, les reçus de vente, les relevés bancaires montrant les retraits non autorisés. L'agent a examiné les documents pendant plusieurs minutes. Son expression devint de plus en plus grave. Madame, dit-il à Chiara, je vous demande de quitter cette propriété immédiatement. Si vous ne le faites pas, je vous arrêterai pour intrusion. C'est ridicule. C'est ma belle-mère. Nous sommes de la famille. Madame, la famille n'est pas une excuse pour le vol. Vous avez 5 minutes pour partir avant que j'appelle des renforts. Après le départ de Chiara, l'agent m'a demandé si je voulais porter des accusations supplémentaires pour harcèlement. J'ai accepté. 2 heures plus tard, Edouard et moi étions au poste de police pour déposer tous les documents officiels. Le détective en charge de l'affaire, le détective Silva, a examiné méticuleusement toutes les preuves. Madame Sterling, c'est une affaire très solide. Les enregistrements vidéo sont particulièrement convaincants. Que se passe-t-il maintenant? Nous émettrons des mandats d'arrêt pour Jason et Chiara Sterling. Ils seront probablement arrêtés avant la fin de la journée. En sortant du poste, Edouard a posé une main sur mon épaule. Eleanor, es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Edouard, il y a une semaine, j'aurais dit non, mais je ne reconnais plus l'homme qu'est devenu mon fils. Le Jason que je connaissais n'aurait jamais volé les bijoux de sa grand-mère pour payer des vacances. Cet après-midi-là, j'ai reçu 3 appels qui ont tout changé. Le premier venait du détective Silva. Madame Sterling, nous avons arrêté Jason Sterling ce matin sur son lieu de travail. Il a coopéré entièrement et a tout avoué. Il dit qu'il veut vous parler. Et Chiara, nous ne l'avons pas encore trouvée. Elle a apparemment abandonné la maison ce matin et personne ne sait où elle se trouve. Le deuxième appel venait de Teresa. Eleanor, Jason m'a appelé de prison. Il est dévasté. Il dit qu'il veut te parler. Qu'il y a des choses que tu dois savoir sur Chiara. Quel genre de choses? Il n'a pas voulu me le dire au téléphone, mais il dit que Chiara l'a menacé. Que s'il ne faisait pas ce qu'elle voulait, elle le quitterait et prendrait tout. Le troisième appel a été le plus choquant. Il venait de Carmen, la sœur de Chiara. Eleanor, je dois te dire quelque chose sur ma sœur. Carmen, je ne suis pas d'humeur à entendre d'autres mensonges. Non, écoute-moi. Chiara m'a appelé ce matin en pleine crise d'hystérie. Elle a tout avoué. Le vol des bijoux, l'argent de ton compte,
tout. Je me suis assise lourdement dans ma chaise. Et Elanar, ma sœur est accro au jeu. Elle parie en ligne depuis des années. Les dettes qu'ils ont ne sont pas seulement pour des luxes. Ce sont principalement des dettes de jeu. Je me suis senti comme si on m'avait frappé à l'estomac. Jason le savait-il? Pas au début. Kiara lui disait que l'argent était pour d'autres choses, mais quand il a découvert la vérité il y a quelques mois, elle l'a menacé de le quitter et de dire à tout le monde qu'il l'avait physiquement maltraité. Est-ce vrai? Non. Jason ne lèverait jamais la main sur personne. Mais Kiara est très convaincante et il avait peur que les gens la croient. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon, essayant de digérer toutes ces informations. Mon fils avait été manipulé et fait chanter, mais cela n'excusait pas le vol. Il avait pris des décisions, de mauvaises décisions, et maintenant il devait faire face aux conséquences. Cette nuit-là, j'ai décidé de rendre visite à Jason en prison. La prison du comté était un endroit froid et déprimant. Jason avait l'air terrible quand il a été amené dans la salle de visite. Il avait de profonds cernes sous les yeux. Il avait perdu du poids, et ses vêtements lui semblaient trop grands. Nous nous sommes assis face à face, séparés par une table en métal. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. « Maman », dit-il finalement, sa voix brisée. « Je suis tellement désolé. Jason, dis-moi la vérité, toute la vérité. » Et puis il s'est effondré. Il m'a tout raconté sur les dettes de jeu de Kiara, sur la façon dont elle avait commencé par parier de petites sommes en ligne et avait escaladé jusqu'à perdre des milliers de dollars par semaine. Il m'a parlé des menaces, de la façon dont elle l'avait convaincu que s'il ne l'aidait pas, elle le laisserait en ruine financière et détruirait sa réputation. Mais maman, je n'ai jamais voulu te voler. Chaque fois que je prenais quelque chose, je me disais que je le rendrais, que je trouverais un moyen de le remplacer avant que tu ne t'en aperçoives. Jason, tu as pris les bijoux de ta grand-mère, les bijoux qui étaient destinés à tes enfants un jour. Je sais. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je sais, et je me déteste pour ça. Et l'argent de mon compte bancaire. Kiara a dit que c'était juste un prêt. Que quand elle gagnerait. En grand, elle nous rendrait tout et plus encore. Je le regardais dans les yeux, cherchant une trace du garçon que j'avais élevé. Jason, à un moment donné durant tout cela, as-tu songé à venir me parler? J'ai voulu le faire 1000 fois, mais Kiara a dit que tu nous jugerais, que tu nous couperais les ponts complètement si tu savais pour ces problèmes. Alors à la place, tu as décidé de me couper les ponts en premier. Jason baissa la tête. La maison de retraite médicalisée. C'était l'idée de Kiara. Elle a dit que si tu étais dans une maison de retraite, nous pourrions vendre ta maison pour rembourser les dettes, que tu serais mieux soigné, et que nous pourrions prendre un nouveau départ. Et tu as accepté cela? Non, pas au début. Mais Kiara a continué d'insister, disant que c'était mieux pour tout le monde. Et je? Sa voix se brisa. J'étais si faible que je l'ai laissé me convaincre. Nous sommes restés longtemps en silence. Finalement, Jason leva les yeux. Maman, pourras-tu un jour me pardonner? La question que je redoutais. J'ai regardé mon fils, cet homme de 40 ans qui avait pris de si terribles décisions, et j'ai essayé de trouver une réponse. Jason, je t'aime. Je t'aimerai toujours parce que tu es mon fils. Mais l'homme assis en face de moi n'est pas l'homme que j'ai élevé. Je ne sais pas si je peux pardonner ce que tu as fait. Mais plus important encore, je ne sais pas si tu peux te pardonner à toi-même. Vas-tu abandonner les charges? Non. Jason hocha lentement la tête. Je comprends. Je le mérite. Jason, il ne s'agit pas de ce que tu mérites ou non. Il s'agit des conséquences. Tu as pris des décisions et maintenant tu dois faire face à ce qui en découle. Je me suis levé pour partir. Maman, a-t-il appelé. Pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Je me suis arrêté. Quoi? Quand ils trouveront Kiara, pourrais-tu t'assurer qu'elle reçoive de l'aide? Je sais que ce que nous avons fait était mal, mais elle a vraiment un problème. Elle a besoin de traitement. J'ai regardé mon fils une dernière fois. Malgré tout ce qui s'était passé, il s'inquiétait toujours pour la femme qui avait détruit sa vie et la mienne. Jason, tu n'es pas responsable de régler les problèmes de Kiara. Tu es seulement responsable de te reprendre en main. J'ai quitté la prison avec un étrange sentiment de vide. J'avais obtenu les réponses dont j'avais besoin, mais je ne me sentais pas mieux.
Au contraire, je me sentais pire, sachant que mon fils avait été à la fois une victime et un coupable. Mais je ressentais aussi autre chose. Déterminé. Jason devrait trouver son propre chemin vers la rédemption. J'avais déjà fait assez pour lui. Il était temps de commencer à vivre pour moi-même. 6 mois après cette terrible nuit au restaurant, je me suis réveillé dans mon propre lit, dans ma propre maison, complètement libre. Chiara n'a jamais été retrouvée. Selon le détective Silva, elle avait probablement fui l'État lorsqu'elle avait appris que Jason avait été arrêté. Un mandat d'arrêt avait été émis contre elle, mais franchement, j'étais contente qu'elle ait disparu de nos vies. Jason avait été condamné à 8 mois de prison ferme et 3 ans de mise à l'épreuve. Il devait également me verser des dédommagements pour tout ce qu'il m'avait volé. Son avocat avait plaidé en faveur d'une peine plus légère en raison des circonstances atténuantes, mais le juge avait été clair. Le vol était le vol, quelles que soient les excuses. J'avais assisté à l'audience de condamnation. Jason m'avait regardé depuis la table des accusés, mais je n'avais pas rendu son regard, non par cruauté, mais parce que j'avais appris que regarder en arrière ne faisait que m'empêcher d'avancer. Au cours de ces 6 mois, j'avais apporté d'importants changements à ma vie. Premièrement, j'ai embauché une aide à domicile à temps partiel. Non pas parce que j'avais besoin d'une aide médicale, mais parce que je voulais la tranquillité d'esprit d'avoir quelqu'un de fiable à proximité. Maria, une femme de 50 ans avec des références impeccables, venait tous les jours de 15h à 19h. Nous cuisinions ensemble, nous nous promenions dans le quartier, et elle était devenue plus une amie qu'une employée. Deuxièmement, j'avais complètement révisé mon testament. Édouard s'était assuré qu'il soit inattaquable. La maison et toutes mes propriétés iraient à une fondation caritative qui aidait les femmes âgées victimes de violences familiales. Jason recevrait une petite somme, suffisante pour prendre un nouveau départ à sa sortie de prison, mais rien de plus. Troisièmement, et peut-être le plus important, j'avais commencé à vraiment vivre pour la première fois depuis des années. Je m'étais inscrite à des cours de peinture au centre communautaire. Il s'avère que j'ai un talent pour les paysages. J'avais également rejoint un club de lecture où j'avais noué 3 véritables amitiés qui étaient devenues mon principal cercle social. L'une d'entre elles, Dolores, avait vécu une situation similaire avec son fils des années auparavant. Eleanor, m'avait-elle dit lors de l'un de nos dîners hebdomadaires, la chose la plus difficile à accepter est que parfois nos enfants deviennent des étrangers. Ce n'est pas notre faute, mais nous ne pouvons pas le réparer non plus. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais cru que si j'aimais Jason suffisamment, si j'étais juste assez patiente avec Chiara, les choses s'amélioreraient. Mais l'amour unilatéral ne peut pas soutenir une relation toxique éternellement. Un après-midi d'octobre, alors que Maria et moi préparions le dîner, la sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu une jeune femme que je ne reconnaissais pas, Madame Sterling, je suis Laura Moral, une assistante sociale du centre correctionnel. Pourrais-je vous parler de Jason ? Je l'ai laissée entrer, curieuse mais prudente. Madame Sterling, Jason fait partie de notre programme de réinsertion depuis 4 mois. Il a fait des progrès exceptionnels. Je suis heureuse d'apprendre qu'il souhaite vous écrire une lettre, mais il a besoin de votre permission pour envoyer de la correspondance. Seriez-vous disposé à la recevoir ? J'y ai réfléchi un instant. De quoi parlerait la lettre ? Principalement d'excuses et des changements qu'il a faits. Il a également suivi des réunions des joueurs anonymes pour mieux comprendre ce qui s'est passé avec Chiara. Il avait aussi des problèmes de jeu, pas directement, mais il a développé des schémas de comportement de codépendance qui l'ont poussé à favoriser l'addiction de sa femme. J'ai décidé d'autoriser la lettre. Elle est arrivée une semaine plus tard. Elle était longue, 5 pages d'écriture soignée, et je pouvais voir que Jason avait mis beaucoup de réflexion dans chaque mot. Chère maman, je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon après ce que j'ai fait. Je sais que j'ai trahi ta confiance de la manière la plus fondamentale possible. Pendant ces mois en prison, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aux décisions que j'ai prises et à l'homme que je suis devenu. Je veux que tu saches que je n'écris pas cette lettre dans l'espoir que vous changiez votre testament ou que vous me pardonniez. J'écris parce que j'ai besoin que vous sachiez que je comprends enfin la gravité de ce que j'ai fait. J'ai volé plus que des bijoux et de l'argent. J'ai volé votre sécurité, votre confiance en votre propre famille, votre droit de vieillir dignement chez vous. Il n'y a pas d'excuse à cela. J'ai suivi une thérapie, et j'ai appris la codépendance et comment j'ai permis au problème de Chiara de devenir mon problème. Mais plus important encore, j'ai appris que rien de tout cela ne justifie les décisions que j'ai prises.
Quand je sortirai d'ici dans 2 mois, je n'essaierai pas de vous contacter à moins que vous ne le souhaitiez. Je vais déménager dans un autre état et repartir complètement à zéro. J'ai accepté un emploi dans une organisation à but non lucratif qui aide les familles ayant des problèmes de dépendance. Maman, je veux que tu saches que la femme forte et indépendante que tu es a toujours été mon héroïne. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à m'en rendre compte. Avec amour et respect, Jason. PS Je sais que je ne reverrai probablement jamais les bijoux de grand-mère, mais j'ai toutes les photos que tu as gardées dans l'album de famille. Si jamais tu veux des copies, je peux te les envoyer. Après avoir lu la lettre, je l'ai rangée dans mon bureau. Je n'allais pas répondre, du moins pas encore. Mais j'étais heureuse de savoir que Jason assumait enfin une réelle responsabilité pour ses actes. 2 semaines plus tard, Teresa est venue me rendre visite depuis l'Arizona. Je suis désolé. C'était la première fois que nous nous voyions en personne depuis que tout avait commencé. Tu as l'air incroyable, dit-elle en me serrant dans ses bras à l'aéroport. Tu as l'air libre. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, je ne portais plus le poids de l'inquiétude pour Jason, de la prudence autour de Chiara, de la prétention que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Pendant sa visite, nous sommes allés dîner au Bella Vista Grill, le même restaurant où tout avait commencé. Ça ne te rappelle pas de mauvais souvenirs, me demanda Teresa en nous asseyant. Au contraire, répondis-je. Cela me rappelle le moment où j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Cette nuit-là, le gérant du restaurant s'approcha de notre table. Excusez-moi. N'êtes-vous pas la dame qui a eu cet incident ici il y a quelques mois? Je me suis tendu, me préparant à plus de drames. Oui, c'est moi. Je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup admiré la façon dont vous avez géré cette situation. Mon personnel en parle parfois. La façon dont vous avez maintenu votre dignité tout en défendant votre position était vraiment impressionnante. Après son départ, Teresa et moi nous sommes regardés et avons commencé à rire. Qui aurait cru que tu deviendrais une inspiration pour le personnel d'un restaurant, dit Teresa. Certainement pas moi. Sur le chemin du retour, Teresa me demanda, regrettes-tu quelque chose? J'y ai réfléchi attentivement. Je regrette d'avoir mis si longtemps à me défendre. Je regrette d'avoir permis à Chiara de me maltraiter pendant tant d'années, mais je ne regrette pas les décisions que j'ai prises une fois que j'ai enfin ouvert les yeux. Quant à Jason, c'est un adulte qui a pris des décisions d'adulte. Les conséquences de ces décisions ne sont pas ma responsabilité. 1 mois après la visite de Teresa, j'étais dans mon jardin à planter des bulbes pour le printemps lorsque Maria est sortie de la maison. Eleanor, il y a un jeune homme à la porte qui dit être votre petit-fils. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais pas de petits-enfants. Jason et Chiara n'avaient jamais eu d'enfants. Je suis allé à la porte et j'ai trouvé un jeune homme d'une vingtaine d'années aux yeux familiers. Madame Sterling, je suis David. David Sterling. Je suis le fils de Jason. Le monde a basculé autour de moi. Quoi? Jason est mon père. Je ne savais pas que vous existiez jusqu'à récemment. Ma mère et lui se sont séparés quand j'étais bébé, avant qu'il ne rencontre Chiara. Il m'a trouvé sur les réseaux sociaux il y a quelques mois et m'a tout raconté ce qui s'était passé. J'étais sans voix en regardant ce jeune homme qui avait les mêmes yeux que Jason quand il était enfant. Puis-je entrer? J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et c'est ainsi que, dans un rebondissement que je n'aurais jamais imaginé, j'ai découvert que j'avais un petit-fils, un jeune homme travailleur, un étudiant qui avait grandi complètement inconscient de tout le drame de notre famille. David est devenu un visiteur régulier. Il était intelligent, respectueux et avait une perspective nouvelle sur toute la situation. Il n'excusait pas les actions de son père, mais il ne le condamnait pas complètement non plus. « Grand-mère », me dit-il un après-midi alors que nous prenions le thé dans mon jardin. « Je pense que papa apprend enfin qui il veut vraiment être. » « Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? » « Je pense que tu as fait ce que tu devais faire. Et je pense que peut-être avec le temps, notre famille pourra trouver un moyen de guérir. » Je ne savais pas s'il avait raison ou non, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. 1 an après ce dîner désastreux, je menais la vie la plus riche que j'ai eue depuis des décennies. J'avais de vrais amis, de nouveaux hobbies, une relation grandissante avec un petit-fils dont j'ignorais l'existence, et la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir que je ne permettrai plus jamais à personne de me manquer de respect. Jason était sorti de prison et avait déménagé au Colorado comme il l'avait promis. Il m'envoyait une carte postale chaque mois juste pour que je sache qu'il allait bien,
mais il n'essayait pas d'établir une relation plus profonde. Il respectait mes limites, et c'était un début. Chiara était toujours portée disparue, et franchement, j'espérais qu'elle le resterait. Une nuit, en lisant dans mon salon, j'ai regardé la photo de Robert sur la table à côté de moi. Je crois que j'ai enfin appris ce que tu essayais de m'enseigner toutes ces années, dis-je à son image souriante. Que je mérite d'être traité avec respect et dignité, surtout par ma propre famille. Pour la première fois depuis sa mort, j'avais l'impression de vivre vraiment, et non plus seulement d'exister. Je m'appelle Eleanor. J'ai 66 ans et je suis enfin libre. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci afin que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie.